Si je dois dire quel est l'événement comics de l'année 2018 pour moi, je parlerai sans doute pas de l'arrivée de Brian Michael Bendis, pourtant auteur de renom dans l'écurie DC Comics après près de 20 ans chez Marvel. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'auteur n'a pas encore fait ses preuves chez DC, pour le moment, et que si cette arrivée me fait personnellement plaisir, elle n'est en aucun cas comparable à un départ d'un auteur. Une arrivée est une promesse, pas encore tenue, un serment en train d'être déclaré, tandis qu'un départ, c'est là que l'on sait si la promesse a été tenue. C'est là que l'on sait si le serment a été respecté. Et le départ de Dan Slott du titre Spider-Man après environ 10 ans est sans doute l'un des événements qui marquera pour moi l'année 2018. 10 ans. C'est long, 10 ans. Surtout aujourd'hui, sur un même titre. Et c'est en honneur de ce run, qui vient de se terminer, que je vais vous parler de quelques petites choses qui se sont passées dans les coulisses de ce run. Et je crois que je viens d'utiliser ce qui aurait dû être l'introduction d'un serial runner sur ce run. Dommage. Donc oui, en attendant d'être prêt pour parler plus en détail des histoires en elles-mêmes du tisseur version Dan Slott, un retour qui ne sera sans doute pas aussi élogieux de bout en bout que la vidéo qui va suivre, je me suis dit que j'allais vous donner un petit avant-goût en regardant ce qui s'est passé en coulisses. Mais avant de commencer, c'est quoi le run de Dan Slott ? En quelques mots, c'est l'un des plus longs runs sur Spider-Man réalisé par un seul artiste, et qui va passer par plusieurs grands arcs scénaristiques, comme Big Time, Spider Island, Superior Spider-Man, Spider-Verse ou encore Dead No More. Peter Parker va connaître de multiples changements, comme rentrer dans un laboratoire, se faire posséder par le Docteur Octopus, gérer sa propre entreprise pour finalement la perdre. Bref, c'est plein de rebondissements, même si toutes les décisions ne sont pas des plus heureuses. Mais bref, il est temps de parler anecdotes. Par exemple, commençons par jeter un coup d'œil sur l'auteur en lui-même, Dan Slott. Vous savez comment il s'est mis à vraiment apprécier les comics ? C'est à cause de Spider-Man. Oh bah ça tombe bien alors. Alors qu'il était enfant, il était fan du dessin animé de 1967. Vous savez, l'araignée, tout ça. Il apprend qu'un acteur déguisé en Spider-Man va passer dans sa ville pour signer des comics Spider-Man. Ni une, ni deux, ni trois, ni quatre d'ailleurs. Il harcèle ses parents pour un peu d'argent de poche pour s'acheter des comics, les premiers de sa vie. Et paf, Spidey les lui signe et c'est comme ça qu'on devient passionné. Et qu'on écrit un crossover avec Spider-Man et Ren and Stimpy avec le personnage de Toastoman. Ok, être fan, ça n'a pas que du positif. Bon, ça c'était une petite friandise avant de parler du run. Pour commencer, ce que l'on appelle en général le run de Dan Slott ne commence pas vraiment là où on le fait démarrer. Pour beaucoup, le run de Dan Slott commence avec Brand New Day, ce qui est normal puisque c'est le moment où l'auteur commence à écrire sur le titre. Seulement, Dan Slott n'est pas le seul auteur sur le titre Spider-Man. Car on est à un moment assez particulier. Après la fin très décriée du run précédent sur l'Homme Araignée, qui se termine par One More Day, il a été décidé d'augmenter la cadence de sortie du titre Spider-Man. Un titre qui doit sortir 3 fois par mois, 36 numéros par an, avec les éventuels numéros spéciaux. Pour le coup, le scénario n'est pas géré par une seule personne, mais par un groupement d'auteurs, que l'on nomme le Spidey Trust, ou Spidey Brain Trust. Composé de nombreuses personnes, à savoir Mark Waid, Mark Guggenheim, Bob Gale, Zeb Wells, Joe Kelly, Fred Van Lente, et bien sûr Dan Slott. 7 scénaristes et un nombre de dessinateurs assez conséquent tournant sur le titre. Nous sommes en 2008 et Dan Slott obtiendra les rênes du titre en solo qu'à partir de fin 2010. Néanmoins, il serait faux de dire que l'époque du Spidey Trust n'a pas eu d'implication sur le run solo de Dan Slott, bien au contraire même,
Mais théoriquement, ce que l'on appelle le run de Dan Slott sur Spider-Man commence avec l'arc Big Time. Vous avez peut-être remarqué à la lecture que pendant un long moment dans le run, le début notamment, on n'a pas pu voir Norman Osborn, alias le bouffon vert. Tout ça c'est à cause de problèmes éditoriaux, puisque le personnage était occupé dans d'autres séries. D'abord dans la série Thunderbolts de Warren Ellis, puis dans Dark Avengers de Brian Michael Bendis. Pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, c'est une ère plutôt sombre où Norman Osborn a, en gros, pris la place de Nick Fury. Bref, compliqué de l'utiliser dans son rôle traditionnel de bouffon vert, du coup. Et dès que le personnage d'Osborn fut disponible, Dan Slott a sauté sur l'occasion, en plein dans l'arc supérieur Spider-Man. Pareil pour les personnages de Venom et de Carnage, deux symbiotes extraterrestres qui faisaient l'objet de nombreuses mini-séries, ce qui les empêchait d'être libres pour le titre Amazing Spider-Man. Pas grave, Dan Slott a décidé de les utiliser pour son dernier grand arc narratif, et d'y rajouter aussi Osborn pour vraiment exorciser toute sa frustration première. Par contre, un autre personnage ne fut pas trop utilisé dans son run non plus, et c'est Kraven le chasseur. Tout cela par décision de l'auteur qui considère que l'histoire La dernière chasse de Kraven de Jean-Marc de Mattéis est la fin pour Kraven et qu'il est inutile de repasser derrière. En tant que grand fan de cette histoire, difficile de lui donner tort sur ce point. Le fait de ne pas pouvoir utiliser certains personnages ne fut pas la seule ingérence éditoriale qui eut lieu pendant son run. Par exemple, le personnage d'Alpha, présenté par la maison d'édition comme le jeune sidekick de Spider-Man, n'était censé n'être utilisé que pour un seul numéro, étant donné qu'il a été créé comme étant l'anti-Peter Parker. Mais les chiffres de vente du numéro où il apparaît ayant été particulièrement bons, le personnage reviendra par-ci par-là. Même si le succès du numéro où il apparaît peut surtout s'expliquer par le fait qu'il s'agissait d'un numéro spécial pour les 50 ans de Spider-Man. Autre anecdote, autre personnage. Felicia Hardy, alias Black Cat, alias la chatte noire, repasse du côté des mauvais dans le run de Slott. Ce changement ne devait pas durer dans le temps, et la cambrioleuse aurait dû faire amende honorable. Sauf que les autres scénaristes écrivant des séries autour de l'univers de l'araignée, à savoir Brian Michael Bendis, Robbie Thompson et David Walker, ont réutilisé une chatte noire diabolique. Donc, Dan Slott ne pouvait plus écrire son histoire de rédemption. Pas de bol. Autre changement éditorial, et de taille, la saga Spider-Verse. À la base, celle-ci, réunissant tous les Spider-Man existants, ou presque, devait avoir lieu durant la saga Superior Spider-Man, c'est-à-dire pendant que le Docteur Octopus possédait le corps de Peter Parker. Or, chez Marvel, on se dit que si jamais on devait faire un crossover avec toutes les versions de Spidey, il fallait que ce soit avec le vrai Spidey, le vrai Peter Parker, sous le masque. Dan Slott a donc dû ruser pour quand même faire apparaître le Spider-Man supérieur dans son intrigue. Tant qu'on est dans Spider-Verse, la saga était censée devoir réunir tous les Spider-Man existants, quel que soit le support d'origine. Malheureusement, pour des raisons de droit, 9 Spider-Man ne sont pas présents dans ce crossover de toutes les araignées. Tout d'abord, pour des raisons de droit. Les Spider-Man créés par Sony ne peuvent pas apparaître. Au revoir Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui étaient les seuls Spider-Man à l'époque, mais également 2 Spider-Man d'animation, à savoir The New Animated Series et surtout celui de The Spectacular Spider-Man. Le mélange entre Spider-Man et Superboy, né du mélange avec DC Comics lors de la ligne Amalgam, sont aussi absents, puisque la moitié des droits appartient à DC Comics. A noter que les versions alternatives de ce personnage sont également absentes. Donc bye bye le Spider-Boy de l'année 2099 et le Spider-Clone. 2 autres Spider-Man sont également absents, celui de la comédie musicale de Broadway consacrée à l'araignée Turn Off the Dark, et également le Spider-Man qui fut le premier Spider-Man en live action, celui qui apparaissait dans le show The Electric Company, et qui avait un rôle éducatif, ne parlant pas et poussant les enfants à travailler la lecture de ces bulles de dialogue. 4 de ces araignées refusées pour cause de droits d'auteur divers sont référencées dans un dialogue d'un numéro tie-in. On parlera des 2 Spider-Man des films Sony, et aussi de celui plus insolite de la compagnie musicale de Broadway, ou de celui de The Electric Company. Non, la concurrence et l'animation ne méritaient apparemment pas d'être citées. Spider-Verse toujours, puisque la saga a connu de nombreux rebondissements aussi derrière les coulisses, est plutôt différent de ce qu'il aurait dû être. Puisque l'intrigue aurait dû être pendant l'ère supérieure Spider-Man, et non pas après.
Le personnage de Silk a dû être intégré à l'intrigue, un peu comme c'était possible. D'ailleurs, au tout début de la conception de l'event, l'arc Spider-Man, le premier crossover entre l'univers 616 et l'univers Ultimate, aurait dû être un prologue à la saga Spider-Verse, coécrit par Dan Slott et Brian Michael Bendis. Mais ce dernier, très attaché à l'univers Ultimate, semble vouloir en faire une histoire plus personnelle et un jalon dans l'évolution de Miles Morales. Et logiquement, pour le bien de l'histoire, le côté prologue de la saga fut laissé de côté. Spider-Verse a aussi donné naissance à de nouveaux personnages araignées, vu que réunir toutes les versions existantes n'était déjà pas assez ambitieux comme projet. Deux notamment ont fortement marqué les lecteurs, Spider-Gwen et The Anarchic Spider-Man, surnommé Spider-Punk. Et pourtant ces deux personnages n'étaient pas prévus à la base. En effet, à la place de Spider-Gwen, nous aurions dû avoir plutôt un Spider-Ben, avec un oncle Ben qui se serait fait mordre par l'araignée radioactif. Mais les auteurs ont préféré garder l'idée de ne faire réapparaître l'oncle Ben qu'à un moment précis de l'histoire, un moment pivot, afin de préserver une sorte de moment de grâce autour du personnage. Du coup, il fut décidé d'utiliser Gwen Stacy, mais l'idée de base de Dan Slott en faisait une version très proche de la Gwen Stacy d'origine, et selon les propres termes du scénariste, plus ennuyeuse. Ce furent Jason Latour et Robbie Rodriguez qui changèrent le personnage en ce que l'on connaît aujourd'hui. Pour Spider-Punk, il n'était pas prévu de base, même en remplacement. En fait, l'artiste Olivier Coipel devait dessiner la version anglaise de Spider-Man, Spider UK, mais ne sachant pas trop à quoi il ressemblait, il l'a dessiné en version punk, et du coup il a été intégré à l'intrigue. Le destin d'un autre personnage a également été changé, et il s'agissait de Peter Porker, alias Spider-Ham, ou Spider-Cochon si vous préférez. En effet, à la fin de l'event, le porciné arachnide aurait dû rester dans l'univers classique de Marvel, et tenter de s'adapter à la vie sur un monde qu'il ne connaît pas et ne l'accepte que peu, à savoir le principe même des histoires d'Howard the Duck. Et justement, le retour d'une série solo Howard the Duck, suite à son apparition dans le premier film des Gardiens de la Galaxie, a rendu l'idée obsolète, puisque cela aurait fait doublon. Il fut donc recasé dans une série de spin-off de Spider-Verse, Web Warriors. Bon, ça fait beaucoup d'anecdotes sur Spider-Verse, donc une petite dernière et on retournera sur le run principal. Quelques petites autres friandises. L'inspiration première pour faire l'event Spider-Verse vient d'un travail d'écriture que Slott a fait pour un jeu vidéo, Spider-Man Shattered Dimensions, qui permettait d'incarner 4 Spider-Man venant de dimensions parallèles, et de là forcément l'envie de réunir tous les Spider-Man dans une seule œuvre. D'ailleurs, tant que l'on parle de Spider-Man Shattered Dimensions, tout en retournant sur le run d'origine, c'est rigolo de voir que Dan Slott avait dit à tout le monde que Spider-Man allait mourir des mains du docteur Octopus 2 ans avant de le faire. Oui, Superior Spider-Man, un arc qui commence en 2012, est teasé dans ce jeu sorti en 2010. Pour ce faire, il faut regarder la biographie de la Lady Octopus de 2099. Dans celle-ci, l'on apprend donc que le docteur Octopus aurait apparemment tué le Spider-Man de l'âge héroïque, donc Peter Parker. Et c'est bien ce qui est finalement arrivé 2 ans plus tard, et on peut même expliquer le conditionnel de cette biographie par le fait que cette mort n'est pas visible par tout le monde. D'ailleurs, parlons justement plus en détail de la période Superior Spider-Man. Et oui, bientôt il va falloir un diagramme pour suivre cette vidéo, j'en ai conscience. Slott tenait absolument à ce que le changement d'esprit entre Peter Parker et le Dr Octopus ait lieu dans le numéro 700 d'Amazing Spider-Man, et a donc rallongé les choses pour que les chiffres coïncident. C'est notamment le cas de la saga Hands of the Earth, une sorte de prologue à Superior Spider-Man. Pour que la saga Spider-Verse n'arrive pas trop tôt non plus, la saga Superior Venom fut également rajoutée juste avant l'arc final de la série Superior Spider-Man. Et enfin, Dan Slott est clair là-dessus, il aurait adoré faire durer Superior Spider-Man plus longtemps, mais l'arrivée d'un nouveau film Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2, celui avec Electro, l'a obligé à redonner son corps à Peter Parker. Bref, Superior Spider-Man aurait dû être plus long. Et oui, même quand on est très bien vu par la compagnie, on subit toujours des ingérences éditoriales. C'est un peu inévitable. Et je dois vous avouer un truc. C'est pas simple de conclure une vidéo pareille. Surtout que je vois cette vidéo comme un petit compagnon à une vidéo à venir, bien plus longue, qui risque de sortir sans doute en 2020. En tout cas, je l'espère. Un serial runner sur l'intégralité du run de Dan Slott sur Spider-Man. Donc, plutôt que de conclure, je préfère vous dire à bientôt.